Bien, bonjour les premières. Aujourd'hui, après un petit passage par la Chine en géographie, retour sur l'histoire avec le dernier thème de l'année, un thème que beaucoup attendaient avec impatience et qui malheureusement arrive au tout début du mois de juin. Donc le thème 4 qui s'intitule La Première Guerre mondiale, le suicide de l'Europe, hein, on parle littéralement de suicide, et la fin des empires européens dont on a parlé notamment dans le thème 3 à travers la constitution de l'empire colonial français. Et donc en première leçon, on verra l'embrasement mondial et les grandes étapes de cet embrasement. Alors lorsqu'on s'intéresse à cette guerre, il faut d'abord comprendre ses origines, d'où le grand 1, les origines de la guerre. Et on va voir que parmi les origines de cette guerre, qui sera sans commune mesure avec ce qu'ont connu les hommes jusqu'à présent, eh bien, il y a de fortes tensions et des rivalités entre les diverses puissances européennes, puisque on parle aujourd'hui de Première Guerre mondiale, mais dans un premier temps, ça va être surtout une guerre entre puissances européennes, guerre à laquelle vont ensuite s'adjoindre un certain nombre de puissances hors Europe, je pense au Japon, aux États-Unis, à la Chine, aux empires coloniaux également, ce qui du coup en fera une guerre mondiale. Mais à l'origine, c'est une guerre entre puissances européennes. Alors concernant l'Europe, il est très important de s'intéresser donc au contexte des tensions et des rivalités qui pouvaient exister dans une Europe qui était loin d'être unie comme on peut connaître aujourd'hui avec l'Union européenne, même si on voit qu'il y a plein de difficultés pour pouvoir s'entendre entre les 27 pays membres. À l'époque, l'Europe était encore moins unie, hein, elle avait été marquée par de très nombreuses guerres. On peut revenir sur les guerres napoléoniennes, puis toutes les campagnes de Louis XIV, la guerre de Cent Ans, la guerre de succession d'Espagne. Il y a eu de très très nombreuses guerres en Europe. Plus récemment, bien, il y a eu la guerre entre la France et la Prusse. Et l'Europe est divisée en de très nombreux États. Et ces États ont connu un rapide développement économique au cours du 19e siècle avec la révolution industrielle, hein, sur laquelle nous avons déjà travaillé dans le thème 2, ce qui fait que ces États européens en plus se sont enrichis, sont devenus de plus en plus puissants. Ces États ont connu parallèlement un fort développement démographique, donc ces États ont besoin de toujours davantage de ressources, de matières premières, de terres, de développer leur agriculture, leur industrie pour pouvoir suivre ce développement démographique et économique, ce qui fait que les États européens se retrouvent en concurrence entre eux, notamment par exemple pour acquérir des colonies. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, parallèlement, le 19e siècle voit la naissance d'un très fort nationalisme, hein, c'est-à-dire la doctrine qui donne la priorité à l'unité et à la force de la nation, et un nationalisme qui est de plus en plus tourné autour d'une appartenance par le biais du sang, hein, à une nation, et qui prône souvent la supériorité de sa nation, de son peuple par rapport au peuple voisin. Je vous rappelle que les Allemands, certains scientifiques allemands, ça avait été l'argument qu'avait utilisé Clémenceau contre Jules Ferry quand Jules Ferry défendait la colonisation et le devoir des races supérieures à civiliser les races inférieures, et que Clémenceau lui avait répondu que des scientifiques allemands avaient justifié la victoire de la Prusse sur la France par la supériorité de la race allemande sur la race française. Donc il y avait vraiment cette idée de peuple, de nation supérieures les unes aux autres. Et évidemment, les Allemands avaient l'impression d'être supérieurs aux Français, les Français avaient l'impression d'être supérieurs aux Allemands, etc., etc. Donc il y avait cette idée nationaliste qui était extrêmement forte, extrêmement développée et de plus en plus exclusif, c'est-à-dire nous et les autres. Euh, le 19e siècle, nous avons travaillé également dessus, a vu l'émergence d'États-nations, hein, d'États-nations qui se sont constitués dans la deuxième moitié du 19e siècle, avec les deux exemples qu'on a étudiés dans le cours dans lequel la France a joué un rôle dans les deux cas pour contribuer à l'unité de ces pays. Je pense bien sûr à l'unité italienne autour de Victor Emmanuel II, ainsi que l'unité allemande autour du chancelier Bismarck et autour de la Prusse. Donc ce sont des nouveaux États qui se sont constitués et qui évidemment ont envie également de jouer un rôle à l'international.
Et puis également en Europe, il y a eu l'émergence de très nombreux États dans les Balkans. Les Balkans, c'est cette région de l'Est de l'Europe qui tire son nom de la chaîne balkanique, qui correspond grosso modo aux pays de l'ex-Yougoslavie, la Grèce, la Bulgarie, euh, une partie l'Albanie aussi. Et les Balkans ont pendant longtemps été occupés par l'Empire ottoman, donc dont la Turquie est un descendant aujourd'hui. Et il y a eu plusieurs guerres dites balkaniques qui ont contribué à l'indépendance d'un certain nombre de pays des Balkans. Je pense notamment à la Bulgarie, je pense aussi au Monténégro, je pense à la Serbie. Et certains pays dans les Balkans, justement, eux aussi, avaient un fort sentiment nationaliste, hein, qui s'était construit par opposition avec évidemment l'occupation ottomane. Et certains pays des Balkans, je pense à la Serbie, cherchaient également à accroître leur territoire, ce qui provoquait aussi un certain nombre de tensions. Euh, cette compétition entre puissances européennes se retrouve également au sein des colonies, plus que certains pays, je pense notamment à l'Allemagne, qui se sont constitués très tardivement, hein, 1871, hein, le traité de Versailles. Eh bien, certains pays comme l'Allemagne ont un peu échappé au partage des empires coloniaux. Alors même s'il y a eu le traité de Berlin, le congrès de Berlin en 1885 pour se partager l'Afrique, on va dire que l'Allemagne est arrivée avec un large temps de retard. Et l'Allemagne, par exemple, aimerait avoir sa part d'empire colonial parce que je rappelle, hein, les empires coloniaux étaient à la fois des débouchés pour les économies des puissances européennes qui pouvaient vendre leurs produits manufacturés, et puis c'était évidemment des sources inépuisables de matières premières qui permettaient donc de faire fonctionner les économies des puissances européennes. Donc il y avait de fortes tensions coloniales, hein, on pourrait en citer par exemple entre la France et l'Angleterre, vous avez travaillé sur le PPO sur Fashoda en 1898 entre la France et l'Angleterre, entre la mission Marchand et Kitchener, le représentant de l'Angleterre, et qui finalement s'était traduite par l'abandon de cette partie de l'Afrique aux Anglais, et puis la signature en 1904 de l'entente cordiale entre la France et l'Angleterre. Entre la France et l'Allemagne, il y aura des crises notamment à propos du sort du Maroc, hein, deux crises très fortes, hein, qui ont failli provoquer une guerre entre la France et l'Allemagne. Je pense aux crises de 1905 et de 1911 sur laquelle je reviendrai. Donc toutes ces tensions font que on a vraiment un contexte assez explosif entre les puissances européennes. Alors pour résumer, on a de nombreux États en fait européens, principalement la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, la Russie, l'Empire d'Autriche-Hongrie, qui ont l'ambition de renforcer leur puissance et qui parallèlement sont inquiets de l'ambition des autres pays qui ont eux-mêmes l'ambition de renforcer leur puissance. Donc il y a des fortes tensions entre puissances. Alors les principales sources de tension, si vraiment on doit en retenir deux, c'est en Europe, hein, c'est l'Allemagne. L'Allemagne qui depuis 1870, depuis qu'elle s'est créée, a une croissance très rapide, un développement industriel et économique extrêmement important. En plus, c'est un pays extrêmement peuplé, donc sa puissance inquiète de nombreux pays en Europe. Et l'autre source de tension assez forte, ce sont les Balkans, dont j'ai parlé tout à l'heure. Les Balkans qui sont même surnommés la poudrière de l'Europe, hein. Vous savez, une poudrière, c'est normalement un entrepôt qui contient de la poudre, et donc c'est un endroit qui est assez fortement explosif, qui risque d'exploser à n'importe quel moment. Et dans les Balkans, il y a des assassinats, il y a des tensions régulièrement, il y a des guerres régulièrement, et de France ou d'Angleterre, on suit ça d'une façon assez distraite dans la presse locale, mais c'est justement des Balkans d'où démarrera en quelque sorte la Première Guerre mondiale. Alors les enjeux sont assez multiples, hein, et sont assez divers, parfois ils se croisent. Par exemple, l'enjeu principal pour la France et celui qui est inculqué aux enfants depuis l'école primaire, c'est la vengeance. La vengeance par rapport à la défaite de 1870, il faut se venger, on refera un jour ou l'autre la guerre à l'Allemagne pour récupérer nos deux sœurs qu'on a perdues, l'Alsace et la Lorraine.
Pour le Royaume-Uni, l'enjeu il est différent. Le Royaume-Uni, c'est qu'il voit d'un très mauvais œil justement cette concurrence naissante allemande. Les Allemands sont pas loin d'être de doubler la puissance économique anglaise, qui à l'époque, il faut se remettre dans le contexte, est la puissance économique la plus importante au monde. C'est l'équivalent, si vous voulez, des États-Unis aujourd'hui. Donc c'est le premier empire colonial du monde, c'est la première puissance économique du monde, et donc il voit d'un très mauvais œil arriver la concurrence de cette jeune puissance allemande. Si je prends l'Allemagne, je vous en ai parlé tout à l'heure, la principale source de tension, c'est notamment la question coloniale, hein, le fait que les Allemands, alors évidemment, ils ont quelques colonies au Cameroun, en Namibie, quoi, qui s'appelait le Sud-Est allemand à l'époque, au Tanganyika, l'ancêtre de la Tanzanie, ou bien au Togo, puis quelques colonies en Asie ou quelques comptoirs en Chine comme Tsingtao, du nom de la bière. Euh, mais oui, l'Allemagne a donc ce problème de s'être constituée un peu trop tard, hein, par rapport aux autres, et donc d'avoir un empire colonial très limité. Donc il voudrait avoir davantage de colonies. Et en plus, il voit d'un très mauvais œil le fait d'être entouré par des puissances concurrentes et un peu ennemies, à savoir la France, le Royaume-Uni, la Russie. Enfin, dernier pays dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, c'est la Serbie. La Serbie qui est un pays slave, hein, c'est-à-dire c'est un peuple, hein, le slave, ils sont également de religion chrétienne orthodoxe, et ils rêveraient, les Serbes, de réaliser l'union de tous les Slaves du sud de l'Europe, c'est-à-dire de cette région un peu des Balkans, c'est-à-dire d'unir autour d'eux les Croates, les Bosniaques, les Kosovars, les Macédoniens, les Monténégrins, les Slovènes, et former un pays qui réunirait tous les Slaves du Sud. D'ailleurs, Slaves du Sud, ça se dit Yougoslavie. Vous voyez que ça sera réalisé un petit peu plus tard. Donc, conséquence de toutes ces tensions, eh bien, on assiste dans toute l'Europe à une croissance très forte des budgets militaires. Donc, les pays sont en train de s'armer. Il y a la mise en place de services militaires obligatoires et de plus en plus longs, hein, c'est ce qu'on appelle la conscription obligatoire. À la veille de la Première Guerre mondiale, en 1913, si mes souvenirs sont bons, la France votera un service militaire de 3 ans. Donc 3 années sous les drapeaux. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, c'est tout votre lycée à passer sous les drapeaux. Donc de très fortes augmentations du budget militaire, une augmentation également et une modernisation du matériel militaire, hein. On parle d'ailleurs de course aux armements, et je vous rappelle, vous vous en souvenez peut-être pas, je vous l'avais peut-être d'ailleurs pas mentionné, mais si on revient aux origines de l'affaire Dreyfus, euh, le capitaine Dreyfus a été accusé notamment de fournir des plans et des informations concernant le dernier canon de 75 qui a été créé pour l'armée française, et donc de fournir des renseignements sur ce canon ultramoderne aux autorités allemandes. Donc il y avait vraiment cette idée de course à l'armement et d'avoir les armements les plus sophistiqués, les plus destructeurs. Ces tensions, elles se manifestent, hein, avant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire que la Première Guerre mondiale aurait pu éclater à beaucoup d'autres moments, hein. Par exemple, elle aurait pu éclater au moment des tensions très fortes marocaines, notamment à propos au large de la ville d'Agadir, donc en 1911, entre la France et l'Allemagne. Donc l'Allemagne avait des intérêts économiques assez forts au sein du Maroc, mais la France, qui avait déjà un protectorat depuis 1881 sur la Tunisie et qui avait fait de l'Algérie une colonie depuis 1830, avait également des vues sur le Maroc. Et donc la France avait envoyé des troupes à l'intérieur du Maroc. Et pour répondre à ce que l'Allemagne a estimé être une intervention entre guillemets dans sa chasse gardée, les Allemands ont envoyé un croiseur, donc un navire, un important navire de guerre au large de la ville d'Agadir, menaçant donc d'ouvrir le feu. Donc on est rentré dans une période de forte tension, hein, et on était à deux doigts donc de rentrer dans une guerre directe entre la France et l'Allemagne. Puis finalement, différents pays européens vont intervenir pour servir un peu de médiateur, et on va arriver à un accord. Donc l'Allemagne acceptera le protectorat de la France sur le Maroc, et en échange, la France cédera des territoires en Afrique, notamment autour du Cameroun, à l'Allemagne. Comme ça, chacun s'en tire, entre guillemets, en n'étant pas humilié. Donc un accord qui satisfait à peu près les deux puissances. Alors pour illustrer cette course aux armements, par exemple, vous voyez l'évolution en millions de marques du budget militaire entre 1905 et 1914, donc en à peine une dizaine d'années. Vous voyez que le budget a augmenté donc de 400 millions de marques pour la France, mais pour l'Allemagne, par exemple, il a été multiplié par presque 4.
Pour la Russie, il a été multiplié presque par 2. Pour l'Angleterre, il a augmenté de 30%. On voit que la France, la Russie, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche, Hongrie, donc les principales puissances européennes, ont toutes augmenté leur budget militaire. Donc on assiste bien et véritablement à une course aux armements. Et on voit d'ailleurs que le pays qui est un des pays les plus inquiétants d'Europe, c'est évidemment l'Allemagne, plus que l'Allemagne à elle toute seule a des dépenses militaires équivalentes et même supérieures, pardon, à l'Angleterre plus la France.